et ça c'est mis en sachet, et c'est repris avec de l'eau en fait. Ça c'est un procédé ça sort sous forme de granulé en fait. C'est un procédé qui à la base vient du Japon et qui a été repris à Hong Kong parce que la Chine populaire en fait pouvait pas prendre pour des histoires de conflits du passé, en fait, ne pouvait pas prendre un procédé directement du Japon, donc ils l'ont fait passer par Hong Kong, ils l'ont fait rebreveter à Hong Kong et ils l'ont repris après. En fait. Et donc ça, après on a des petites boules, ça existe aussi sous forme de petites boules. Voilà. Donc l'herboristerie en fait, ouais, c'est de la médecine interne, c'est surtout conseillé pour les problèmes de médecine interne, problèmes d'organes, coups de froid, tout ce qu'on veut en fait. Hein. Donc là il y a beaucoup de gens maintenant qui, en général, la médecine chinoise est plus pratiquée dans le sud de la Chine, la région de Canton. Les gens ont cette habitude en fait d'aller d'abord vers la médecine chinoise et ensuite d'aller vers la médecine occidentale. Mais dans les grandes villes, ça commence aussi parce que les gens se disent quand même que la médecine occidentale a forcément des effets collatéraux. Et commence à se dire, voilà, ou dans des traitements de pathologies lourdes aussi, ils estiment que la façon de voir les choses de la médecine occidentale, je pense à des pathologies lourdes comme le cancer par exemple, ne sont pas forcément adaptées. Et on a des hôpitaux en Chine qui s'occupent de toutes les sortes de cancers et qui utilisent beaucoup la médecine chinoise et en fait qui gardent les patients dans un état de santé très correct. Où en fait, ça c'est aussi une nouvelle école de la médecine chinoise qui en fait essaie de faire vivre le patient avec sa pathologie, sans que la pathologie le dérange du tout, en fait, de vivre normalement. J'ai vu des exemples comme ça. J'ai vu des gens qui se portent très bien et qui ont un cancer le problème n'est pas résolu. Il est bien là, mais voilà, les gens vivent. Après, la médecine chinoise a la capacité d'améliorer l'appétit, d'améliorer le sommeil, de calmer l'esprit. Donc à partir de ce moment-là où les gens vont bien, ils estiment que des pathologies, des traitements plus lourds pourraient accélérer les choses et ne sont pas forcément adaptés, surtout à des stades avancés de la maladie. Donc il y a différentes façons de penser. On sait que dans le traitement de la malaria, cette femme qui a eu le prix Nobel récemment, en fait, c'est aussi, elle était médecin de médecine chinoise. La médecine chinoise a un grand avenir. Elle a des problèmes à résoudre, dont je vais vous parler maintenant, mais elle a un grand avenir. Ils essayent aussi, ça c'est des choses qui étaient faites dans ma fac, d'essayer d'injecter les herbes en fait, d'avoir des injections pour avoir des résultats encore plus rapides, plus spectaculaires sur tout type de pathologie. C'est pas au point parce qu'il y a des grosses réactions allergiques. Donc ils sont en train de faire ça. Les problèmes que la Chine, la médecine chinoise a à résoudre, c'est la qualité des plantes. La qualité des plantes. On a un gros problème avec ça en Chine en ce moment. Il y a très peu de plantes qui ne soient pas, si on les analyse vraiment, est-ce que nous on fait en Europe et aux États-Unis avant de les laisser rentrer, si on les analyse, il y a des métaux lourds dedans, il y a des produits chimiques, ça vient des façons dont c'est cultivé. Et surtout, on voit une efficacité des plantes chinoises qui descend beaucoup. C'est-à-dire que logiquement, si on est traditionnaliste au niveau de la médecine chinoise, on a des ordonnances qui existent, qui ont été faites par des grands maîtres du passé, où il nous dit par exemple, cette ordonnance 5 grammes, cette plante 5 grammes, cette plante 7 grammes. Il l'a fait parce qu'il estime que cette plante c'est le général dans cette formule, les autres c'est les officiers, ils travaillent ensemble, il a une espèce de logique derrière qui est implacable et qui marche au niveau clinique. Donc nous, normalement, on ne peut pas changer les doses. Mais le problème, c'est que si on garde les doses du passé, où les plantes étaient naturelles et elles étaient cueillies dans la montagne, on n'a aucune efficacité. Aucune efficacité. Donc on est obligé de charger beaucoup plus. On est obligé de réévaluer, en fait. Donc ça, c'est un gros problème. Il s'avère qu'en fait, j'ai eu une équipe de télé de Shanghai qui fait un reportage sur la médecine chinoise dans toute la Chine. Et sur les plantes chinoises. Ils sont venus à Wudang et ils ont trouvé ça assez marrant que ce soit un Français qui les introduise auprès des médecins taoïstes qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Donc en fait, je me suis retrouvé dans ce documentaire qui sortira en avril.
Et donc du coup, en fait, on a pris le temps, ils étaient chez moi, on a pris le temps de parler de la situation des herbes. En Chine, ils ne peuvent pas être plus au courant. Ils viennent de faire toute la Chine pendant un an, voir toutes les plantes par région, etc. Ils m'ont dit que vraiment ce qu'ils avaient vu, c'était déplorable. Donc en fait, il y a un tout petit peu de qualité, et cette qualité part à l'étranger. Elle est achetée parce qu'elle est vendue beaucoup plus cher à l'étranger. Donc nous, par exemple, ce qu'on prescrit quand on travaille ici, c'est des choses de qualité, elles sont passées par des contrôles, et c'est à des prix beaucoup plus intéressants pour les Chinois que ce qu'ils vendraient sur le marché local. Donc c'est une habitude qu'ils ont pris. Si vraiment ils voulaient avoir des plantes de qualité en Chine, ça demanderait en fait par exemple de travailler sur ce terrain pendant 3 ans, d'avoir des plantes pendant 3 ans, de laisser le terrain se reposer 7 à 9 ans, c'est-à-dire pas de culture du tout, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir la moitié de ces terrains qui ne marchent pas pendant un moment, de reprendre après. Et il y a des gens qui seraient prêts à le faire, il y a des entreprises en fait, de médecine chinoise qui ont essayé de le faire, et ça pousse le prix des plantes à un prix extrêmement haut. Il y a des gens qui sont prêts à acheter, le seul problème c'est que c'est le gouvernement qui fixe les prix des herbes, et il a mis un plafond. Donc cette façon de faire, en fait, la marge des entreprises qui le font est trop fine, donc personne ne le fait. Donc les plantes qu'on utilise ici, en fait, nous, il y a à peu près 10% qui viennent de la Chine, et le reste, en fait, qui vient de Malaisie, Thaïlande, les autres pays, en fait. Elles sont passées sous contrôle et elles sont vraiment efficaces. L'autre moyen, c'est l'acupuncture. L'acupuncture, donc, c'est pour traiter les problèmes locaux. On utilise les points, donc les points sont sur des méridiens. Soit on utilise le point en tant qu'utilisation locale, par exemple un problème de bras. Ici, on a un point qui s'appelle Tsuche. On pique dans et ça fait une utilisation locale. Un des principes de l'acupuncture, c'est que quand on pique ici, en fait, on envoie un message au cerveau qui dit il faut que j'aille m'occuper de cet endroit. Donc il envoie tout ce qu'il faut pour soigner cet endroit, réparer les cellules dans cet endroit. Ça, c'est une façon locale d'utiliser le point. Ça, c'est le méridien, par exemple, du poumon. On peut piquer ce même point pour un problème de poumon. Et à ce moment-là, il faut une utilisation plus loin. L'acupuncture est vraiment très efficace. Il faut lui donner le temps aussi. Il faut lui donner un petit peu de temps. Tout ce qui est pratiqué en France, je trouve que quand même les formations en France sont quand même assez suffisamment pointues pour amener des résultats. Et au niveau de la théorie, etc., il y a peut-être moins de pratique, mais au niveau de la théorie, c'est équivalent avec ce qu'on peut trouver en Chine, sauf qu'en Chine, on y passera beaucoup plus de temps. Le massage, la troisième façon de traiter. Le massage, il faut le voir dans une acception assez large, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous rentrez fatigué le soir et que votre épouse vous prend les épaules comme ça, le cou, juste un massage comme ça, tapoter sur les épaules, pour moi, c'est du massage. Pour moi, c'est du massage, ça relaxe. Le seul principe qu'il faut garder, c'est, si vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Parce que n'importe qui vous prend les trapèzes, qui vous les ramenez, croyez-moi que ça fait un bien fou. Donc, il n'y a pas à être expert en massage. Évidemment, nous, on travaille sur des techniques longtemps, mais il n'y a pas à être expert en massage pour avoir le plaisir du massage, au moins dans la relaxation. Dans la relaxation. Le seul principe à respecter, c'est de ne pas y aller fort. Puisque vous n'avez peut-être pas la bonne façon de faire, donc il ne faut pas appuyer en fait. Il ne faut pas trop appuyer. Mais sinon, c'est super agréable. L'automassage, qui est une pratique taoïste aussi, que nous on pratique tous les jours en fait, des pieds à la tête, il suffit simplement en fait de relaxer tous les muscles en fait, c'est aussi simple que ça, prendre là où ça fait mal, frotter les reins, c'est important, taper les jambes. Quand on a une façon de faire qui s'appelle le pai ta, c'est en fait s'auto-frapper comme ça, le poing est vide en fait. Le poing est vide, vous voyez, il est creux en fait. Là, on peut frapper avec un poing comme ça. Si le poing est fermé, en fait, ça fait mal. Et on fait le parcours des méridiens, en fait, l'extérieur, l'intérieur, méridien yang à l'extérieur, méridien yin à l'intérieur. Alors, on change. On évite juste la région du cœur. L'estomac, toute la partie de l'estomac, ça, c'est super important. Dans le sens des aiguilles d'une montre.
sauf s'il y a des problèmes de colique, etc., où là, il faudrait faire remonter l'énergie dans l'autre sens. Mais en général, c'est plus essayer de faire descendre. Le méridien de la vésicule biliaire qui est à l'extérieur des jambes fait beaucoup de bien. Point de l'estomac aussi, qui est sous le genou, ici, là. Ici. Tout ça, c'est à frapper en fait, des pieds à la tête, au moins 5 minutes, une fois, 2 fois, 3 fois, ça active l'énergie. Et c'est tout simple. Et de toute façon, tous les exercices taoïstes sont extrêmement simples. Il ne faut pas chercher d'exotisme, c'est vraiment très simple. Donc le massage, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup en Chine. Il y a beaucoup de salons de massage et des salons de massage d'aveugles aussi, qui eux vont plus fort en général. C'est un peu plus... Et donc là-dedans, dans cette catégorie, on met aussi l'armoise dont j'ai parlé et les ventouses. La quatrième catégorie, c'est la diététique. Donc là, on voit une préparation aussi. La diététique, c'est qu'en fait, tous les aliments et toutes les plantes qu'on utilise en Chine, en fait, ont été classifiés par des grands médecins entre chaud, froid, tempéré. Donc on sait la nature de la plante. Et en fait, on mange et on utilise les plantes selon nos besoins. Si vous êtes déjà de nature froide, vous avez toujours les mains froides et les pieds froids en hiver, il ne faut pas manger des choses de nature froide. Il faudrait manger des choses de nature chaude, comme par exemple on voit les jujubes là, qui sont au premier plan, qui ramènent beaucoup de yang, qui sont de nature chaude, ça en bouillie de riz ou en infusion, ou revenu avec du poulet, par exemple quand on fait une poule au pot, des choses comme ça, voilà, du ginseng, du gingembre, persil, tout ce qui est de nature chaude, à ce moment-là, en hiver, oui. Donc on essaie d'avoir un savoir dans ce domaine, et puis de manger selon ces procédés. Dans la diététique chinoise, le matin, on mange beaucoup de bouillie de riz, le fameux porridge. Donc en fait, on a des autocuiseurs, c'est hyper pratique parce qu'on le met le soir et quand on se lève le matin, c'est prêt. C'est pas forcément à base de riz blanc. Ça peut être autre chose, ça peut être à base de haricots rouges, de toutes sortes de haricots. Le riz blanc, sachant que le riz blanc, à la limite, ça serait le porridge le plus commun, mais ça pousse dans les rizières et c'est humide. Donc ça amène quand même un peu d'humidité, surtout quand il est fait. Ou alors, il faut mettre d'autres choses avec. C'est pas tout le monde qui sait ça. Hein. Si on fait de la médecine chinoise qu'on sait un peu ça, parce que je vois les gens, en Chine, c'est riz blanc tous les jours. Donc le porridge, en fait, c'est très bien parce que le matin, c'est chaud. On aime bien manger chaud. En Chine, on mange très peu froid, très peu de salade. Maintenant, ça arrive avec les méthodes occidentales, mais les habitudes de vie occidentales, mais on mange très peu de froid, de cru. Donc normalement, on mange chaud et on boit chaud ou tiède, normalement. Parce qu'un verre d'eau froide, tout ce qu'on sort du frigo, et là depuis que je suis revenu depuis 3 jours, je fais exactement pareil, mais tout ce qui sort du frigo qu'on mange directement, ça va avoir besoin d'avoir à être réchauffé par la rate. La rate et l'estomac, qui aiment que le chaud. Donc ça va consommer en énergie, ce qu'on n'a pas besoin. À moins que quelqu'un dise j'ai vraiment trop d'énergie et là il faut que j'en dépense. Mais c'est rare. Parce que toute cette énergie, si elle n'est pas dépensée, elle est stockée et elle fera qu'on a des années de vie en plus. Ce qui est le but du taoïsme en fait. Une vie longue, saine et heureuse. Bon, voilà. Et après, le taoïsme traditionnel aime bien manger des petits repas souvent dans la journée. D'une manière générale, en fait, on essaye qu'il y ait un peu de frugalité par rapport à l'alimentation. En fait. Si vous voyez un taoïste obèse, on peut avoir des doutes sur sa pratique. Non, il y a de la frugalité parce que l'alimentation, en fait, c'est une nourriture terrestre, certes, mais juste ce qu'il faut pour être en bonne santé. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Il y a des aliments qui peuvent nous apporter de l'énergie, même dans certaines pratiques. On peut utiliser des aliments particuliers qui sont plus du domaine de la médecine, mais on recherche des effets particuliers. Mais à la base, en fait, les grands médecins nous disaient c'est-à-dire manger à 70%. C'est-à-dire que quand on a fini de manger, normalement, on n'est pas à satiété. On n'est pas à satiété, parce que si vous êtes à satiété cette fois-là, la prochaine fois, votre niveau de satiété est plus haut. Donc 70% en général. Donc voilà, ça c'est certains principes sur l'alimentation qu'on essaie de respecter. Et globalement, les taoïstes trouvent qu'on passe trop de temps à table en fait.
Donc s'éloigne un peu des tables. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. D'ailleurs, on a une pratique dans le taoïsme qui s'appelle Pigou, qui est d'arrêter de manger pendant une certaine période de temps. Ça peut être une journée, 3 jours, 5 jours, toujours des chiffres yang. 9 jours, les grands maîtres font 1 mois. Et en fait, après, il y a des moyens pour récupérer de l'énergie ailleurs, comme par exemple le soleil et la lune. Il y a des pratiques le matin, il y a des pratiques le soir, où on se met face au soleil et on absorbe, en fait, on voit son liquide doré en fait, qui rentre, qui nous nourrit par la respiration. Et pareil la nuit, quand la lune est sortie. Et si vraiment on a trop faim, on mange des jujubes, justement. Toujours en chiffre yang, 1, 3, 5, 7, 9. Ou il y en a quelques-uns qui prennent des fruits, ou ça dépend. Mais l'idée c'est ça. Donc en fait, quand on fait ce genre de pratique, on voit notre attachement à la nourriture déjà, qui disparaît. C'est vraiment particulier de ne pas manger pendant plusieurs jours. On gagne en temps, c'est incroyable. En temps de préparation, en temps de manger, en temps de vaisselle. Ça n'a rien à voir, une journée en mangeant et une journée sans manger, ça n'a rien à voir. Et puis, normalement, quand on fait ce genre de pratique, c'est des pratiques spirituelles. Donc, on fait du tai chi, on ne consomme pas trop en énergie et on médite beaucoup. Normalement, c'est ça. Mais, par exemple, j'ai vu des médecins à l'hôpital, en fait, qui, eux, font 3 jours de jeûne, en fait, parce qu'on pourrait appeler ça du jeûne. Il y a une idée un peu plus profonde en fait, que le jeûne simple. En fait. Il y a plus de choses derrière dans le Pigou, mais on ne va pas expliquer en détail. Mais en fait, je connaissais des médecins qui faisaient 14, 15, 16 lunaires, parce que la lune est pleine au 15, et tous les mois, 14, 15, 16, ils jeûnent. Par contre, ils ne changent rien à leur vie. C'est-à-dire que si 14, 15, 16, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça tombe avec le calendrier lunaire, si 14, 15, 16, ils sont de service, ils sont de service. Ils consultent comme d'habitude, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne changent rien. C'était un groupe de médecins bouddhistes en fait à Shanghai qui faisait ça. Et donc on l'a fait avec eux et c'est vrai que c'est agréable, agréable. Les gens voient notre attachement à la nourriture. Quand on a fait plusieurs jours de jeûne comme ça, Pigou, après il y a Kaigu, recommencer à manger, on voit bien que, 1, déjà on se force, 2, que c'est vraiment émotionnel. Quand on voit les gens manger et que nous on ne mange pas, on voit des gens se précipiter. On voit bien que c'est super émotionnel. Et pour nous, ça l'est aussi. Parce qu'au début, on va juste commencer à remanger pour reprendre des forces. Mais très vite, une journée ou 2 après, on va commencer à réfléchir à ce qu'on a envie de manger. Et pas ce dont on a besoin de manger. On va commencer à réfléchir à ce qui nous fait plaisir, plus que ce qu'on a besoin. Et on voit qu'on repart dans un truc émotionnel et qu'après, la nourriture, c'est que ce qu'on a envie, en fait. Plus que ce qu'on a besoin. Donc c'est bien de remettre les pendules à l'heure de temps en temps, le faire sous contrôle ou avec des gens. C'est plus facile de le faire avec des gens ensemble en fait. C'est-à-dire que si vous dites on va le faire à 3, même si vous ne vivez pas dans une même maison, au moins vous savez que les autres sont en train de le faire, un petit coup de téléphone, ça se passe comment, ça va bien, tu tiens le coup, ouais je tiens le coup, t'as mangé, non je n'ai pas mangé. Bon voilà, tout seul c'est beaucoup plus dur. Toutes les pratiques tout seul sont plus dures de toute façon. Et après, la cinquième partie, c'est en fait l'exercice. C'est la seule partie dans la médecine où on demande aux patients de faire quelque chose volontairement, en fait, de façon active. C'est la plus intéressante. Pour nous, un médecin de médecine traditionnelle chinoise, Shang Gong Zhu Wei Bing, c'est-à-dire le médecin supérieur, traite les maladies avant qu'elles apparaissent. C'est-à-dire que dans le système traditionnel de médecine chinoise, le médecin était payé pour entretenir la santé des gens, il avait plusieurs familles, il allait les voir régulièrement. Tant que tout allait bien, il était payé. Dès qu'il tombait malade, dès que les gens tombaient malades, c'était au médecin d'apporter les herbes gratuitement et de remettre les gens sur pied, et il n'était pas payé pendant ce temps-là. Donc son intérêt, c'était exactement l'opposé de celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens soient en santé. Donc c'est un système auquel on pourrait revenir aussi. Les Chinois sont assez ouverts à ça, on pourrait revenir à ça. Donc l'exercice, en fait, l'exercice ici, c'est évidemment la conception chinoise de l'exercice, c'est-à-dire Qigong, Tai Chi, des exercices en fait qui ne consomment pas et qui apportent de l'énergie. Voilà. Avec méditation, etc. Voilà, donc une présentation brève de la médecine chinoise. Ça, c'est sur le taoïsme.
Je vais parler juste avant un petit peu de la médecine taoïste, parce que je vous en ai parlé, et peut-être qu'il y a des praticiens de médecine chinoise ici. Et la différence entre médecine taoïste et médecine chinoise, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens en Chine en ce moment. Parce qu'il y a un retour, depuis que le nouveau président Xi Jinping est arrivé, en fait, il y a 3 ans de ça, lui, il est vraiment pour un retour à la tradition. Il fait des citations de Lao Tzu en public, etc. Donc, c'est des messages forts pour dire. Il a eu aussi une phrase en disant bon, voilà, on est arrivé à un certain niveau de développement. Maintenant, il va falloir arrêter de prendre les modèles occidentaux. Regardez dans ce que nous on a dans notre culture qui est plurimillénaire. On a sûrement des choses qu'on cherche et qui nous apporteront le bonheur. Donc, il y a un retour. Je trouve qu'il y a un retour extraordinaire vers la culture chinoise. Il y a 10 ans, quand on parlait de la culture traditionnelle chinoise, les gens ils rigolaient. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps à être intéressé par ces trucs? C'est des vieilleries, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la société moderne, c'est notre développement, on est à 2 chiffres de croissance, voilà, des choses. Et nous, on était forcément déçus, parce qu'on venait avec un idéal de tradition qu'on n'a pas trouvé au début. Maintenant, c'est exactement le contraire qui se passe. Les écoles de médecine traditionnelle chinoise s'ouvrent partout. Les taoïstes commencent à enseigner partout, ils sont très demandés. Les taoïstes de Wudang commencent à aller de plus en plus d'endroits dans la Chine. Il y a des classes bouddhistes partout, dans les villes. Tout le monde se met à l'art traditionnel. Alors, c'est super. C'est super. Donc ça, c'est vraiment un grand espoir, parce que dans tout ce panel de gens qui sont en train de retourner vers la culture chinoise, il y a forcément des gens qui sont doués et qui vont faire des choses très intéressantes et qui nous montreront le chemin à suivre après. Donc la médecine taoïste, en fait, si vous voulez, il y a que ce soit dans la médecine ou dans la philosophie chinoise, dans la philosophie taoïste chinoise, il y a ces 3 caractères, Ting, Qi, Shen. Ting, l'essence. L'essence, en fait, c'est les liquides. On pourrait, dans son acception la plus grande, on pourrait considérer ça comme le corps, en fait. Ting, ça veut dire liquide. Après, il y a le Qi. Excuse-moi, l'essence, c'est L apostrophe et 2 S. Ouais, c'est ça. Le Qi, c'est l'énergie. L'énergie. Le Shen, c'est l'esprit. Donc ça, selon Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, en fait, c'est les 3 trésors du corps humain. Donc, le Ting, c'est le niveau le plus basique, en fait. Le Qi, c'est un niveau un peu plus raffiné. Et l'esprit, le Shen, c'est sûrement le niveau le plus subtil. Dans notre culture occidentale dualiste, on a le matériel, qu'on pourrait rapprocher du Ting, et l'immatériel, qu'on pourrait rapprocher du Shen, l'esprit. Donc en fait, on s'aperçoit que déjà, on ne parle pas le même langage avec la culture traditionnelle chinoise, parce qu'on est dans un dualisme, alors qu'ils sont dans une version trinaire de la chose tertiairement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une étape en plus qui est le Qi. Le Qi, c'est l'énergie. Si, quand on pratique le Qigong, si vous mettez vos mains comme ça, comme si vous teniez un ballon, vous sentez bien en fait qu'il y a de l'énergie, vous sentez bien qu'il y a de la chaleur, par contre vous ne pouvez pas la voir. Donc vous le sentez, mais vous ne pouvez pas la voir. Donc ça appartient au domaine du matériel ou de l'immatériel. C'est entre les deux. Et ils ont été assez subtils pour inventer une 3e catégorie. Donc en fait, dans la pratique spirituelle de la voie taoïste, je l'ai choisie parce que en fait, je la trouve beaucoup plus commode pour atteindre le résultat qu'on s'est fixé, c'est-à-dire une espèce d'éveil, ou au moins améliorer en fait ses capacités et améliorer sa vie en fait. Même si c'est, sans parler de réincarnation, même si c'est dans l'espace borné par la vie et la mort en fait. On a juste cet espace-temps, la naissance et la mort en fait. Dans cet espace-temps, comment on va pratiquer une pratique la plus effective possible. Et celle-ci, je la trouve très pratique en fait. Je pourrais la comparer en disant que nous, on est dans un dualisme à une échelle à 3 barreaux, ici, et à une échelle à 2 barreaux. À votre avis, laquelle est la plus facile à monter? Voilà, 3, effectivement. Donc je trouve que le chemin taoïste est plus balisé pour amener au résultat qu'on espère quand on fait une pratique spirituelle. Donc en fait, il y a Ting, Qi, Shen, ces trois éléments. On considère en fait que la médecine occidentale s'occupe que du Ting, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'occupe que de ce qu'elle voit. Elle ouvre le corps, elle regarde un microscope électronique, les cellules, etc. De plus en plus petit, de plus en plus fin, mais ça s'occupe que du Ting.
Ce qu'on ne voit pas, on ne s'en occupe pas. C'est une critique qui est faite sur la médecine occidentale. Donc souvent on a des gens en fait qui sont pas en état de santé, mais on trouve rien. Donc ça c'est un problème dans la médecine occidentale. Dans la médecine chinoise, ce problème il n'existe pas. Parce que si quelqu'un, évidemment on a toute la panoplie d'échographie, radio, enfin, on va tout faire pour trouver quelque chose. Mais si on ne trouve rien dans les hôpitaux chinois, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon sommeil, je m'endors mal, bien, je peux faire quelque chose pour ça. Je manque d'appétit, bien, je peux faire quelque chose pour ça. J'ai mal au rein, bien, je peux faire quelque chose pour ça. Déjà, je résous tout ça, et en faisant ça, plus ça, plus ça, plus ça, je me suis fait une idée du problème en fait. Je sais quel est le problème dans cette personne, et on va essayer de résoudre la cause. C'est aussi une grande opposition qui est faite entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. C'est-à-dire que la médecine occidentale réglerait les problèmes en surface, alors que la médecine chinoise réglerait les problèmes en profondeur. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Dans ma formation, en fait, des 5 ans, les 3 premières années, c'est 50% médecine occidentale, 50% médecine chinoise. La 4e année, c'est 100% médecine chinoise. Et la 5e année, c'est interne en hôpital, dans un hôpital de médecine chinoise. Donc on est censé être formé dans les deux. Et c'est la façon dont je pratique, en fait, c'est-à-dire que je trouve du bon dans les deux, et qu'il faut savoir l'utiliser, quoi et à quel moment, en fait. Il faut utiliser les deux. Ça serait stupide de repousser les deux, alors qu'ils ont tous les deux leurs avantages. Donc la médecine chinoise, en fait, s'occuperait du Ting et du Qi. Non seulement elle s'occupe du corps, mais elle s'occupe aussi de l'énergie, qui fait fonctionner les organes. Ça, c'est pas du domaine du visible, mais la médecine chinoise s'en occupe. Par contre, elle ne s'occupe pas du Shen, elle ne s'occupe pas de l'esprit. Très peu de conseils sur qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pouvez penser. La médecine taoïste, que j'approche depuis quelques mois en fait seulement. Je me suis toujours intéressé, mais là les choses se mettent en place pour que j'ai des chances extraordinaires de rencontrer les grands médecins taoïstes à Wudang, etc. Non seulement je les rencontre, mais la télé plusieurs fois m'a demandé d'aller discuter avec eux, etc. Et donc là, en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, l'école de la médecine taoïste, non seulement elle a beaucoup plus de moyens que la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que par exemple en médecine traditionnelle, sur le qi, le concept du qi, on va faire circuler le qi, enlever du qi, ramener du qi. Il y a 6 ou 7 moyens différents. Dans la médecine chinoise, il y en a 12. Il y a une panel beaucoup plus grande. Dans la méthode de diagnostic, j'ai pas parlé de la méthode de diagnostic. En fait, dans la médecine chinoise, il y a 4 moyens de diagnostic. Wang, Wen, Wen, Qie. Wang, c'est regarder. Donc, dans la théorie de la médecine chinoise, on appelle ça la théorie de la boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'ouvre pas le corps, mais on doit savoir, juste en scrutant la personne, ce qui se passe à l'intérieur. Tous les organes sont reflétés à l'extérieur, par la couleur de la peau, par autant d'indices qu'on a. Et la théorie de la boîte blanche, en fait, c'est la théorie de la médecine occidentale, c'est-à-dire d'ouvrir le corps, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous, on est dans la théorie de la boîte noire, c'est-à-dire en fait, ce principe, c'est dû au confucianisme, qui disait qu'il ne fallait pas toucher au corps, parce que le corps, c'était, même après la mort, c'était hérité des parents. Donc par rapport à la piété filiale, on ne pouvait pas toucher au corps. Donc l'anatomie, en fait, a commencé très très tard dans la médecine chinoise. Elle a à peine 150 ans. Donc ça n'a rien à voir avec la médecine occidentale. Donc le Shen, en fait, c'est dans la médecine taoïste, en fait, première chose, c'est assez surprenant. Par exemple, dans la médecine occidentale, on a le serment d'Hippocrate. Dans la médecine chinoise, on a le Tai Ting Shen de Sun Semian. C'est-à-dire aussi, il a un texte qui dit pour tous les médecins chinois, peu importe à quelle heure on vient frapper à votre porte, vous y allez. Peu importe le temps qu'il fait dehors, vous y allez. Peu importe si la personne vous a mis son poing dans la figure il y a 5 minutes, maintenant il a besoin de vous, vous y allez. Il faut soigner tout le monde, il faut soigner tout le monde. Et en fait, moi, par rapport à mes études, j'étais dans ce concept-là. Et j'ai commencé à rencontrer des médecins taoïstes qui ne sont pas du tout là-dedans, en fait. Première chose, si après on